Dans cet épisode de Mythbuster, D'habitude, les nids de poules, ça se remblait. Moi, je préfère les creuser. Adam et Jamie crèvent intentionnellement un pneu J'ai toujours eu envie de faire ça. pour tester des façons mythiques de réparer une crevaison. Je pensais pas qu'en crevant en pleine nature, on se retrouvait sur la paille. De la nature à l'expansion urbaine. C'est bien. Peut-on vraiment improviser pour se sortir du pétrin? Génial. Une plaque d'égout en guise de roue. C'est parti. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant partent à la pêche pour tester la véracité de cette vidéo. Si on attrape un poisson assez rapide, C'est bon, Carrie, tu le tiens. peut-il vraiment enflammer le moulinet? Ça devient trop chaud. On est à 312! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage 3, 2, 1. et Jamie Heineman. On va le faire s'écraser pour savoir. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, C'est l'heure de plonger. Grant Imahara Un Magnum 44, mon pote. et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Bon, Jamie, voilà le topo. Tu conduis au milieu de nulle part pour aller camper. Tu te balades dans la nature et à la fin du week-end, quand tu retournes à ta voiture, tu t'aperçois que t'as un pneu crevé. Qu'est-ce que tu fais? Je mets la roue de secours. T'en as pas. J'appelle une dépanneuse. Non, il n'y a pas de réseau. Je me tire à pied. Non, t'es trop loin. Tu dois te débrouiller pour faire de ce pneu une roue utilisable. Qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Exactement. C'est de ça qu'on va parler. De solutions improvisées pour transformer un pneu crevé en roue utilisable en pleine campagne. Dans des circonstances normales, changer un pneu est un jeu d'enfant. On sort le cric, on prépare la roue de secours et le tour est joué. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a plein de suggestions sur le site de nos fans. Des astuces qui leur ont soi-disant permis de se sortir du pétrin. Je crois qu'on devrait tester les 3 meilleures propositions. Si on allait à la campagne et qu'on organisait une sorte de parcours, Un parcours qui inclurait tous les différents obstacles qu'on peut rencontrer. Et le but serait de se tirer d'affaire. exactement. Pour mettre à l'épreuve cette trilogie du pneu, l'équipe se rend donc dans les collines. Pour tester correctement nos réparations de pneus, on a choisi ce parcours en dehors des sentiers battus qui nous donnera un échantillon de tous les risques possibles qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation. Avec une voiture bien préparée et un parcours de 3 km bien défini, les choses s'annoncent bien. Mais pour Jamie, elles s'annoncent un peu trop bien. On pourrait croire que c'est déjà assez embêtant de se retrouver coincé avec un pneu crevé sur une petite route au milieu de nulle part. Mais vous savez quoi? Je vais corser l'affaire. Jamie veut s'assurer que ce parcours ne sera pas une promenade de santé. Il ajoute des nids de poules, D'habitude, les nids de poules, ça se remblait. Moi, je préfère les creuser. des flaques d'eau Et voilà. et des dos d'âne. Ce truc peut vous aplatir une voiture. Ce parcours est devenu l'endroit idéal pour tester ce mythe. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à crever un pneu. J'ai toujours eu envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un pneu crevé! Voilà le topo. T'es en pleine nature à plusieurs kilomètres de la route. Avec un pneu crevé et pas de roue de secours. Qu'est-ce que tu fais, champion? Il faut improviser et c'est ce qu'on va faire. On va réparer ce pneu crevé avec des trucs qu'on a sous la main. Comme par exemple de la végétation ou de la paille. Oui, vous avez bien entendu. La première proposition de fan consiste tout d'abord à retirer la roue, Il se trouve que j'ai un superbe cric de garage. puis remplir le pneu éventré avec de la paille. Et voilà le travail. On va bien voir ce que ça va donner. Avant de faire toute une série de mauvais calembours. Eh ben tu vois, je pensais pas qu'en crevant en pleine nature, on se retrouvait sur la paille. C'est parce que t'es un peu empaillé. À peine remis de ce grand moment d'humour, ils remettent la roue Hey, c'est pas mal. et bourrent le pneu d'encore plus de paille jusqu'à ce qu'il soit plein à craquer.
On n'a pas chômé. Allez, on essaie. Jamie a la sagesse de démarrer en douceur. Alors? C'est un peu spongieux, mais ça a l'air de marcher. Mais après avoir survécu au dos d'âne T'as touché le fond. et au nid de poule, Ouais, c'est bon. Tout va bien. il a suffisamment confiance pour accélérer. Voilà la flaque. À la mi-parcours, on peut dire qu'il voit la paille dans l'œil de son voisin. Pour l'instant, c'est un système D tout à fait raisonnable. Montons sur la colline. Étonnamment, le pneu de paille tient la route et franchit tous les obstacles. Pas de problème. On peut rentrer chez soi. Jamie se permet même de finir en beauté. Bravo, bien joué. Oh là, il a plus le même aspect. J'avais de grands espoirs pour le foin. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Ça s'est super bien passé. On a franchi le parcours d'obstacles sans problème, même si on l'a senti se détériorer. D'après moi, on peut utiliser ça pour se sortir du pétrin. Dans ce cas précis, le foin peut absolument faire l'affaire. Et voilà le travail. Pour une réparation de fortune, le foin est donc une possibilité. Oui, mais à court terme. Je suis d'accord. À qui le tour? Si j'ai bien compris, je crois que la nature nous réserve d'autres surprises. À présent, de la friture sur la ligne. Le mythe suivant est un vieux mythe de pêcheur, et pas celui du vieil homme et la mer. Il s'agit de moulinets qui s'enflamment. Des moulinets qui s'enflamment, mais encore. Bon, comme tous les pêcheurs le savent, une fois que le poisson est ferré, il ne cherche qu'à fuir. Ça veut dire qu'il part dans la direction opposée. Exactement. Et en fuyant, il tire une bonne partie de la ligne du moulinet. D'accord, je vois où tu veux en venir. Si la ligne se déroule assez rapidement, elle génère du frottement et donc de la chaleur. Et si on génère assez de chaleur, ça peut s'enflammer. D'où le nom de moulinet enflammé. Voilà le mythe. Un poisson peut-il enflammer un moulinet? Et ce mythe est parfaitement illustré dans cette vidéo sur le net. Quand le poisson ferré prend la fuite, le frottement sur la bobine provoque d'abord de la fumée avant d'enflammer le moulinet. Mais est-ce vraiment possible? Bon, je dois dire que l'aspect physique de ce mythe se tient. Un moulinet subit des frottements, ce qui génère effectivement de la chaleur. Oui, mais pour générer assez de chaleur pour l'enflammer, il faut un poisson vraiment énorme. On a de gros poissons dans la région. Il y a des esturgeons, des requins. Peut-être qu'on pourrait louer un bateau et tenter notre chance. Ouais, qui sait? On pourrait attraper un poisson gigantesque qui ne se laisserait pas faire et qui pourrait confirmer le mythe. Bon, mettons les voiles. N'oublie pas tes cachets contre le mal de mer. Je risque pas. Et votre réveil? Car c'est un mythe qui commence tôt. Vous êtes prêts à ramener du poisson? C'est notre bateau? Ouais. Pour tester le mythe du moulinet enflammé, on s'est levé à l'aube et on est allé à Fisherman's Wharf pour louer ce bateau. Que l'aventure commence. Le mythe consiste à voir si on peut créer suffisamment de frottement sur son moulinet pour qu'il devienne chaud au point de s'enflammer. C'est pour ça qu'on est là, dans la baie de San Francisco, pour voir si on peut attraper un gros poisson et obtenir ce résultat. Des poissons rapides et puissants comme l'esturgeon ou le requin pourraient facilement créer assez de frottement pour faire chauffer le moulinet. Attrape-moi un gros! Mais est-ce que ce sera suffisant pour s'enflammer? J'ai... rien du tout. Rien ne vient mordre à l'hameçon des Mythbusters. Première étape, attraper un poisson. On est là depuis des heures, et pour l'instant, on n'a pas eu la moindre touche. Il paraît que la pêche est un sport de patience. Mais on est bien loin du démarrage explosif nécessaire à ce mythe. C'est toujours aussi amusant la pêche. Après 8 heures sans la moindre touche, l'équipe décide de regagner ses quartiers. Comment tester ce mythe si on n'arrive pas à attraper du poisson? Je sais pas, on est resté là toute la journée et le seul poisson qu'on a, c'est l'appât. Ouais, apparemment, on est vraiment nuls comme pêcheurs. Vous voulez rentrer à l'atelier et trouver un moyen de faire ça sans pêcher? C'est une super idée.
Depuis son invention il y a des milliers d'années, la roue n'a jamais vraiment été améliorée. Mais aujourd'hui, Adam et Jamie la réinventent en testant des méthodes légendaires pour réparer un pneu crevé. Avec jusqu'à présent un brin de succès. Voyons l'astuce suivante. Maintenant, on va vous montrer de quel bois on se chauffe. Après la paille, quoi de plus normal pour Adam et Jamie de tester la poutre? Attention à ma jambe. Je vais essayer de pas t'amputer. C'est un très joli petit ski, dis donc. Une branche bloquée et fixée au pneu crevé. Ce n'est pas très beau, mais certains de nos fans affirment que ça fonctionne vraiment. Si on veut bouger horizontalement quelque chose de lourd, il n'y a pas 36 solutions. On peut le faire avec une roue ou alors avec un traîneau. Vous avez devant vous un traîneau improvisé, fait de branches d'arbres et de quelques cordes. Ça devrait marcher, du moins un certain temps. Mais est-ce que ça tiendra le coup sur la course d'obstacles? Partez! Dire que c'est un mauvais départ serait un euphémisme. Jamie finit par trouver de l'adhérence. Oui! Oui! Mais ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Allez, c'est parti! On est lancé! Quoi qu'il arrive, ne ralentis pas! Après avoir glissé sur les premiers 180 mètres du parcours, La direction est un peu dure, hein? Ouais. ils rencontrent le premier obstacle important, le dos d'âne, Vas-y, vas-y, vas-y! ce qui paralyse leur voiture. Allez! Le rondin s'est détaché. Non! Si. Ah, voilà le problème. Il s'est détaché. Ah zut! Ouais. Il faut l'attacher avec toutes les cordes, là, près de la roue. C'était assez intéressant, par contre, de rouler de biais sur la route. Ces traces en disent long sur ce qui s'est passé. On voit que le rondin est toujours en place et ensuite, il percute le dos d'âne, il s'enfonce dans le sol, il se fait déloger et à partir de là, on n'avance que grâce à notre élan. Je crois que c'est fini pour notre petite branche. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Le rondin n'ayant pas supporté le choc, passons à la dernière réparation de nature forestière. Vous voyez peut-être des bûches, moi, je vois une roue. À la fois solide et ronde, ces bûches ont déjà tout ce qu'il faut. Mais laquelle ferait la meilleure roue? Cette bûche est un peu petite, mais c'est du chêne et le bois est bien sec. Donc il est moins susceptible de se casser. Celle-ci est plus grande, mais on peut voir qu'elle a des fentes de part en part et le bois est plus vert. Je vais prendre le chêne. Je pense qu'il soutiendra mieux la voiture. Maintenant que Jamie a choisi son bois, sa prochaine tâche consiste à le rendre le plus circulaire possible. Ça m'a l'air bien rond. Nos amis vont maintenant pouvoir tester leur dernière technique improvisée. C'est sans aucun doute la roue de secours la plus laide que j'ai jamais vue. Si on voyait quelqu'un faire ça sur le bord de la route. On lui dirait « Je peux vous aider ?» Non, moi je décamperais. Et vite. La bûche est bien fixée et on peut dire que parmi les trois, c'est de loin la roue qui a nécessité le plus de travail. À présent, l'heure est venue de la tester. Allez, roule ma petite roue! C'est bien parti! Il faut rappeler qu'ils n'ont retouché que la roue. La suspension, les freins et la direction n'ont subi aucune modification. Bon, c'est parti! Le dos d'âne! La bûche va-t-elle les aider ou les gêner? Ouais, ça a marché! C'était impeccable. Ça a parfaitement marché! Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est au tour des nids de poules. Je le sens mal, le nid de poule. Attention la roue arrière, et ça passe! Aucun problème. Aucun problème! Après avoir passé les 2 nids de poules et les flaques de boue, Ouais, bien joué les gravillons! en peu de temps, les Mythbusters bouclent le parcours. Hey, c'est magnifique!
Avec notre premier prototype qui a passé tous les tests, la marque de pneus Mythbuster est prête à se lancer sur le marché. Ce petit bijou a parfaitement fonctionné sur notre parcours. Ça a même été la meilleure des solutions improvisées testées jusqu'à maintenant. Alors, la roue en bois? Totalement confirmé. Ouais, allons-y. Ouais. Adam et Jamie rentrent au bercail. Mais on n'en a pas encore terminé avec le mythe du pneu crevé. Un poisson ultra rapide peut-il mettre le feu à un moulinet de canne à pêche? Jusque-là, les Mythbusters se sont montrés incapables d'en juger. C'est toujours aussi amusant la pêche? Après notre partie de pêche, je crois que la seule façon réaliste de tester ce mythe, c'est de fabriquer un faux poisson. Il s'agit simplement de savoir si un moulinet peut créer suffisamment de chaleur pour s'enflammer. Techniquement, on n'a pas besoin d'avoir un vrai poisson, il nous faut juste un substitut de poisson qui tirera la ligne assez vite. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un kart? Si on veut que ça marche, il faut utiliser quelque chose de très rapide. Vous savez, le marlin atteint les 110 km/h, c'est le poisson le plus rapide. Un kart peut facilement atteindre cette vitesse. D'accord, je suis partant, à une exception près. Tant qu'à faire, si on opte pour un scénario extrême, autant mettre toutes les chances de notre côté. On va se procurer une ligne et un moulinet qui seront susceptibles de générer le plus de chaleur possible et on utilisera cette combinaison pour notre test. D'accord. On va donc commencer par des expérimentations à l'atelier. Génial. Les vrais poissons n'étant décidément pas assez fiables, les Mythbusters vont fabriquer leurs propres spécimens. Mais tout d'abord, ils se concentrent sur les facteurs de frottement. On va commencer par tester la ligne. Pour cette expérience, le moulinet, les joints et le lubrifiant seront identiques. La seule chose qui changera, ce sera la ligne. Et on testera des lignes en monofilament, en nylon, du câble d'acier et de la tresse de pêche. La ligne qui générera le plus de chaleur sera celle qu'ils utiliseront pour le test à proprement dit. Cette machine va donc simuler la présence d'un poisson au bout de la ligne. J'augmenterai la vitesse en utilisant une pédale et en guidant avec le moulinet. Puis Tori appliquera une traction et Carrie notera la température obtenue. Et Carrie espère que cette température sera élevée. C'est pas tiré par les cheveux de penser que ces fils de pêche pourraient s'enflammer. Ils contiennent tous une résine ou du lubrifiant, ce qui les rend très inflammables. Alors, si on a assez de chaleur sur le moulinet, on pourrait voir de la fumée. Bon, commençons par le test du monofilament à 35 kg. D'accord. Attendez, il me manque quelque chose. Au cas où ce mythe serait vrai, il vaut mieux être prudent. Bon, c'est parti. Une fois la sécurité établie, ils tirent les 365 mètres de ligne à 32 km/h Bon, on est à vitesse maximale. avant que Tori actionne le frein de moulinet, une sorte de système de freinage, Bon, je freine à fond. qui donnera un maximum de frottement. Stop. Bien, on est au bout de la ligne. Byron, t'as combien? Regardez-moi ce truc, ça brille. On atteint un maximum de 40 degrés. La bonne nouvelle, c'est que le frottement a chauffé le moulinet, mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est loin d'être suffisant pour créer une flamme. Le nylon pourra-t-il faire mieux? Démarre. Traction maximum, c'est parti. On est à vitesse maximum. On peut voir que ça chauffe pendant que ça débobine, regardez. En un mot, non. Car ni celle-ci, On ne dépasse pas les 44 degrés. ni la ligne suivante en acier Allez, on tire. ne sont susceptibles de s'enflammer, 48 degrés. ce qui est de mauvais augure. Pour l'instant, avec les lignes qui se déroulent du moulinet, on a généré de la chaleur, mais aucune température pouvant créer de la fumée ou du feu. La dernière ligne est la tresse de pêche de 450 mètres. On est à vitesse maximum. Traction maximale. Avec une ligne de petit diamètre, on peut en mettre plus sur le moulinet, ce qui devrait créer plus de chaleur. Je vois pas de fumée, ni de feu. Arrêtez, on est au bout de la ligne. T'as combien? On est à 70 degrés. On tient notre gagnant. C'est plutôt chaud. Avec un pic impressionnant à 70 degrés, c'est cette dernière ligne qui sera leur arme de prédilection. Mais la ligne n'est pas le seul élément en jeu. Jusqu'à maintenant, on a utilisé un moulinet moderne avec frein à levier. On va maintenant passer à un modèle plus ancien de moulinet avec frein en étoile. La raison pour laquelle on pense que ça peut s'enflammer, c'est le frein.
Tous les joints et les plaquettes sont contenus dans ce petit cylindre de métal. Il n'y a donc aucune issue pour la chaleur. Elle va s'accumuler à l'intérieur et on pourrait voir des flammes. Du moins, en théorie. Voyons ça. Une théorie vite confirmée par leur premier moulinet avec frein en étoile. 77, 78, C'est chaud. 78, 79, Le frein en étoile est chaud. 80. Stop. Messieurs, on est monté à 83 degrés. Et c'est un bon départ dans cette course au moulinet. Mais le grand frère du frein en étoile pourra-t-il battre cette référence? Le frein est bien serré. Préparez l'épuisette, on en tient un gros. À seulement 32 km/h, le moulinet atteint rapidement les 82 degrés. Et soudain, Ça chauffe, Ça commence à fumer, ça fume. J'y crois pas. ça fume. Continue, il y a de la fumée. Waouh, 86 degrés. C'est fou. Eh, préparez l'extincteur. 106, C'est incroyable. 110. Bon, rajoutez du... Trop de freinage. Les gars, on a atteint les 118 degrés. On a donc terminé notre test comparatif de moulinet et voici le vainqueur. Les facteurs limitants lors de nos tests ont été la vitesse qu'on avait pour tirer la ligne et la quantité de lignes. Maintenant, il faut trouver un moyen de dérouler plus de lignes et beaucoup plus rapidement. pour ce faire, prenez un marlin, installez-le sur un kart et rendez-vous à la piste de test Alors mon grand, prêt pour une partie de pêche? Je suis sûr qu'on va s'éclater. pour une pêche de l'extrême à la sauce Miss Buster. Pour réparer une crevaison, Adam et Jamie ont trouvé le bon filon. Quoi qu'il arrive, ne ralentis pas. Et ça les a fait réfléchir. Je crois qu'on n'a pas fini de réparer des pneus. À quoi tu penses? J'aimerais refaire ce test, mais dans un environnement urbain. Je t'écoute. Imagine que t'es en ville et que t'as un pneu crevé. Ce n'est pas possible d'appeler un dépanneur. Mais autour de toi, il y a tous ces trucs qu'on peut trouver en ville. Du métal, du verre et du bois. Tu dois utiliser ça pour improviser une roue fonctionnelle. Sympa. Allons voir ça. D'accord. C'est sur une piste humide que ça va se passer. Regarde-moi ça. Notre roue arrière en bois a tenu jusqu'en ville. Maintenant, il est temps de tester des solutions urbaines. Absolument. Adam et Jamie vont chacun se concentrer sur leur propre réparation. Mais tout d'abord, ils doivent créer un parcours d'obstacles citadin comme celui-ci. C'est le point de départ de notre parcours urbain. Notre premier objectif sera d'atteindre une vitesse de pointe de 65 km/h en bout de piste et de s'arrêter juste avant ce mur de saut. Pourquoi un mur de saut? Parce que dans un environnement urbain, il faut pouvoir accélérer et ralentir rapidement pour éviter tout risque de percuter un obstacle. S'il s'avère que notre roue improvisée ne nous permet pas de le faire, j'ai construit un mur qu'on pourra percuter en toute sécurité. Chacun de ces seaux de 20 litres est rempli au quart. Donc quand on les percutera, au lieu de bousiller notre voiture, on aura juste renversé un peu d'eau. Ensuite, il y a le slalom. Le but est de zigzaguer à travers le parcours, sans perdre le contrôle. Le slalom se termine ici, pour le dernier test de notre conduite en ville. Il s'agira de faire un créneau entre ces deux voitures bleues. Si on arrive jusque-là, bien sûr. Maintenant que tout est en place, le test de réparation urbain peut commencer avec Jamie. Techniquement, rien ne nous empêche de rouler avec un pneu crevé, sauf qu'au bout d'un moment, le pneu va se déchirer et on roulera sur la jante. Alors je me suis dit que j'allais voir ce que ça faisait de rouler sur la jante. C'est une solution simple que nous propose M. Heinemann. Mais pour commencer, il faut retirer la bûche. Ça a plutôt bien marché, si on veut. Ensuite, il doit retirer un pneu de sa jante et fixer cette jante à la base de la roue. Un jeu d'enfant, théoriquement. Quand il s'agit de conduire sur une jante, il faut prendre en compte plusieurs choses et notamment l'équilibre. La jante en acier est beaucoup plus petite qu'une roue normale, ce qui rend la voiture un peu bancale. Il faut aussi savoir que l'acier n'adhère pas aussi bien à la route qu'un pneu en caoutchouc. On aura donc des problèmes d'adhérence. Ce parcours permettra donc d'évaluer à quel point ces éléments peuvent s'avérer problématiques lors de la conduite.
Test de la jante en acier sans pneus. 3, 2, 1. Comme Jamie l'avait prédit, les problèmes d'adhérence sont synonymes de mauvais départ. Oh, quelle accélération! Ce qui veut dire qu'atteindre la vitesse requise, Allez, tu dois atteindre les 65 km/h. avant de freiner devant le mur, Vas-y, tu y es presque. constitue un vrai défi. Stop, stop. Ouais, pas mal. Allez, tourne à droite. Sans avoir touché le mur, Au slalom. Jamie racle la route jusqu'au slalom. Plus vite, tu peux aller plus vite que ça. Voilà. Mais là, tandis qu'il essaie de rester sur la piste, il fait un tête-à-queue. Oh ouais. Ouais. Après s'être vite rattrapé, il ne reste plus que le créneau. Et en y allant doucement et calmement, Tu te gares comme ma grand-mère. Jamie et sa jante s'envolent vers le succès. Joli. Rester sur la jante n'était pas si dur que ça. On ne peut pas trop accélérer, mais je pense qu'on peut faire une distance appréciable avec ça. Bon, il y a sûrement une loi qui interdit de laisser d'énormes rayures sur la route. Mais pour ce qui est de se sortir du pétrin, la jante en acier a plutôt bien fonctionné. Je le ferai sans hésiter. Après la solution déjantée de Jamie, Adam sera-t-il en mesure de faire mieux? C'est rond et c'est en métal. Je crois que c'est parfait. Sans pouvoir faire appel à une dépanneuse et sans roue de secours, Putain, c'est lourd. Adam est persuadé que cette plaque d'égout fera une excellente roue de substitution. Regardez, la taille correspond parfaitement. J'ai un bon pressentiment pour cette plaque d'égout. Étant donné qu'elle fait pratiquement la même taille qu'une roue arrière, Adam n'a plus qu'à percer des trous de boulon pour la fixer. Mais vaudra-t-elle la jante de Jamie? Voilà, c'est bien serré. Quel attirail, dis donc! Qu'est-ce que t'en dis? Sympa. La plaque d'égout semble convenir parfaitement. Mais le problème, c'est qu'elle ne fait que 2,5 cm d'épaisseur, donc il n'y aura pas d'adhérence. L'autre souci, c'est qu'elle est en fonte. C'est cassant par définition. Alors, si cette roue percute une pierre ou une bosse, on aura un problème. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, c'est parti. Test de la plaque d'égout en fonte. 3, 2, 1, go! Malgré un départ apocalyptique, Ouais, mets la gomme! On perd de l'énergie là! Allez! il est clair que cette fois, l'adhérence est moins problématique car Adam parvient à accélérer Tu es à 65. et ralentir relativement facilement. Maintenant, le slalom. Ça y est, cette fois on est bon. Vu que la plaque d'égout a une taille idéale, l'équilibre de la voiture est bien meilleur, Ça tourne plutôt bien. Ouais, c'est clair. rendant sa conduite beaucoup plus simple. Voilà! Allez ma grande! Et si Adam rate son créneau, Qu'est-ce que tu disais sur ma façon de me garer? la faute vient du conducteur Désolé. et non de la plaque d'égout. Et voilà! Allons voir cette roue. Ah! Elle est indemne. Je l'ai vraiment maltraitée et elle n'a pas la moindre égratignure. Je suis vraiment impressionné par la plaque d'égout. Je m'attendais vraiment à avoir des problèmes d'adhérence. Et vu que c'est de la fonte, je pensais qu'elle se fissurerait dans les virages en épingle à cheveux du slalom. C'est vrai que l'adhérence n'était pas parfaite, mais cette roue a encaissé tous mes mauvais traitements dans le slalom. Et elle en a redemandé. J'aime bien la plaque d'égout. Ça a du style, ça a bien marché. Je dirais que c'est plausible. Absolument, et tu sais quoi? Ça m'a donné des idées. Ok. Tel un guépard des mers, le Marlin a été chronométré à une vitesse impressionnante de 110 km/h. C'est ce genre de vitesse qui pourrait provoquer ce phénomène.
Sur la piste de test, les Mythbusters sont prêts à le vérifier. On y est. Je jette l'ancre. Il est temps de corser un peu ce mythe. On n'avait pas pu obtenir les vitesses désirées lors de notre test à petite échelle. Il y a de la fumée! Et préparez l'extincteur. On a donc un poisson beaucoup plus rapide, capable d'atteindre les 110 km/h, et on a une ligne beaucoup plus longue. Avec le même poids et la même vitesse de pointe que notre marlin, le carp de Carrie est un parfait poisson de substitution. Carrie a mordu à l'hameçon. Elle va foncer sur la piste à 110 km/h. À ce moment-là, je vais commencer à freiner le moulinet. Je ne sais pas si ce truc va s'enflammer, mais ce poisson va 3 fois plus vite que lors de notre test à l'atelier. Il y aura certainement de la fumée. Mais l'augmentation de la vitesse n'est pas le seul changement. Bon, Carrie, t'es accrochée? Prête? La longueur de ligne a aussi été doublée. Vas-y, Carrie! S'agira-t-il de la combinaison parfaite? C'est parti! Il est rapide, ce poisson! On en tient un gros! 24 degrés, Regarde comme il va vite! 25, 30 degrés, 32 degrés, Ça fume déjà! 38 degrés. Oh là là! Tu parles d'un gros poisson! Regarde, il y a de l'huile qui coule de ce truc! La bobine crépite et la température atteint les 96 degrés. Écoute-moi ce moulinet! Mais sans avoir le temps d'aller plus loin, Carrie atteint le bout de sa ligne de 900 mètres. Vous l'entendez grésiller? Dis donc! On n'avait jamais vu un moulinet tourner aussi vite. Carrie a foncé sur la piste, ce truc a fait. La fumée a fait. L'huile a fait. Ça a commencé à brûler en faisant. Et on a atteint les 96 degrés. Mais malgré ça, on n'a pas eu de flamme. À ce stade, ça s'annonce mal pour ce mythe. Voici les joints du dernier test. Ils sont calcinés et sentent le cramer. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on génère beaucoup de chaleur. Mais ça veut dire aussi que ce moulinet est fichu. Alors on va prendre celui-là. C'est notre moulinet de secours. Et il contient 1800 mètres de tresse de pêche, soit quasiment 2 km. On double la distance. Doubler la longueur de fil permettra d'avoir plus de temps pour élever la température. Et Carrie n'y voit aucune objection. C'est le truc le plus sympa qu'on m'ait demandé de conduire pour cette émission. Je m'éclate comme une folle. Enfin, je veux dire, je prends ça très au sérieux. Je sers la science et c'est ma joie. Que la pêche commence! J'applique le frein! Bon, 30 degrés. Regardez-moi ça, 54 degrés. L'huile commence à suinter! 71, 86 degrés, 88 degrés, 93, C'est trop! 104. C'est trop chaud, je peux plus On tenir! est à 156 degrés. Avec Carrie fonçant à 110 km/h, la température s'envole. 250. 250 degrés! C'est incandescent, 260 degrés, On n'a que de la fumée! 277 degrés. Le moulinet fume comme une cheminée. On a atteint 277 degrés. Mais malgré tous ses efforts, Carrie atteint le bout de la ligne avant que la fumée ne se transforme en feu. Mais tout n'est pas perdu. Alors, C'était génial. On a dépassé les 270 degrés, mais toujours pas de feu. Ouais, doubler la longueur de la ligne a été une bonne chose, mais on a remarqué un truc. L'huile est inflammable. Alors on a pensé à ajouter un peu de lubrifiant. Et avec un peu de chance, on aura peut-être une flamme. On va donc ajouter plus de lubrifiant. Ce n'est pas aussi saugrenu que ça en a l'air. Examinons les composants du moulinet. La broche est en acier, les engrenages sont en cuivre et les joints sont en amiante. Tous ces éléments ne sont inflammables qu'à très haute température. Par contre, le lubrifiant qui se trouve à l'intérieur Vas-y, mets-en partout. a une température d'ignition relativement basse, entre 100 et 200 degrés Celsius. Ça augmente nos chances d'avoir du feu, surtout si on en ajoute beaucoup. Résumons. Avec une quantité suffisante de lubrifiant, Le pont va être glissant sur ton bateau. pour ce mythe, c'est maintenant ou jamais. Le poisson 27 degrés, est lancé. 37 degrés,
49 Il y degrés. a de l'huile qui coule. 65, 93, On est en train de se faire enfumer. 114, 130, Allez, chauffe. 150. Comme la dernière fois, la température du moulinet décolle. C'est la plus grosse quantité de fumée qu'on ait vue avec ce moulinet. Mais même avec Tori aspergeant directement de l'huile sur les endroits les plus chauds, il n'y a toujours aucune flamme. Alors que Carrie arrive au bout de son parcours. On dirait qu'on a beaucoup de fumée, mais toujours pas de feu. Pas de feu? Pas de feu du tout. Et la ligne était longue. On avait le meilleur moulinet et plein de lubrifiant. Et le poisson le plus rapide qu'on ait pu trouver. Franchement, ce mythe est complètement bidon. On a vraiment laissé une chance à ce mythe. On a utilisé le moulinet avec frein en étoile, celui qui génère le plus de chaleur. On a laissé filer la ligne sur quasiment 2 km à 110 km/h et puis on a mis du lubrifiant inflammable sur la bobine. Si tout ça ne provoque aucune flamme, ce mythe est vraiment bidon. Carrie a raison, même avec un supplément de lubrifiant, On est en train de se faire enfumer. il n'y a pas eu de signe de combustion. C'est bidon. Ça ne fait aucun doute, ce mythe est à mettre aux oubliettes. Mais comme le dit le dicton, la sauce fait passer le poisson. Il y a peut-être un poisson plus rapide. Un poisson monstrueux, je ne sais pas. Il existe peut-être un poisson qu'on ne connaît pas. Et ça, ce sera notre prochain objectif. Trouver un poisson très rapide. De retour sur la piste. Durant tout cet épisode, on a essayé de trouver des moyens innovants de remplacer un pneu crevé en l'absence de roue de secours. Comme par exemple, cette prothèse en bois qui a plutôt bien marché. Ah, c'est bien! On a essayé une plaque d'égout comme roue de secours et de rouler directement sur la jante. Ces deux solutions ont plutôt bien marché. Mais on ne va pas en rester là. Non, en fait, Jamie est curieux de savoir ce que ça fait de conduire une voiture avec 4 jantes à nu. Quant à moi, je suis curieux de savoir si on peut conduire une voiture avec 4 plaques d'égout à la place des roues. Alors tenez-vous prêts pour la course finale. On vous a réservé un affrontement classique. Voici les plaques d'égout contre les jantes. Le but est d'établir laquelle des solutions urbaines est la meilleure. Bon, on remplace tout ça? Ouais, Tu aimes ma peinture? tu sais bien que j'aime les motifs de flamme. L'idée est simple. Je vais mettre 4 jantes en acier sur ma voiture. Adam va mettre 4 plaques d'égout sur la sienne et on va faire la course. On verra qui s'en sort le mieux. Prêt pour le test des jantes contre les plaques d'égout. Que le meilleur gagne. 3, 2, 1... À peine lancé, Il est mieux parti, allez! Jamie prend facilement la tête. Super. Tandis que Adam n'adhère pas à ce manque d'adhérence. Oh non! Et même si Jamie n'a pas assez de contrôle pour éviter la glissière de sécurité, il s'en sort infiniment mieux que Adam. Ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Non seulement j'ai pas eu d'adhérence et j'ai pas pu accélérer, et quand j'en ai eu, je la contrôlais très mal. J'ai foncé tout droit dans la pyramide d'eau. Et sur le slalom, j'ai fait plusieurs têtes à queue. J'avais absolument aucune adhérence avec ces plaques d'égout. Non! Non! Pendant ce temps, je voyais Jamie avancer sereinement, comme la tortue du dessin animé. Lentement, mais sûrement, contournant chaque cône du slalom avant de franchir la ligne d'arrivée et de se retourner sans vergogne pour m'attendre. En avant toutes! Il m'a regardé déraper et franchir laborieusement la ligne d'arrivée 19 secondes plus tard. Adam a dit qu'il allait me mettre une raclée. Mais je l'attends toujours. C'est moi qui l'ai laminé. En plus, j'étais très fier car je pensais qu'il aurait plus d'adhérence que moi. En fait, c'était le contraire. C'est exact. Les plaques d'égout, entravées par leur faible épaisseur, se sont avérées quasiment inutilisables. Les jantes l'emportent. Qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien,
Je crois que dans cet épisode, on a appris qu'un pneu crevé n'était pas forcément une fatalité. Tout ce qu'on a essayé ou presque a relativement bien marché, même si c'était un peu lent. Ça montre qu'avec un peu d'ingéniosité, on peut faire du chemin. Absolument. Allez, on rentre. Bon, ce mythe est bidon. On a fait du 110 km/h, la vitesse de pointe du poisson le plus rapide, sur près de 2 km et on a eu que de la fumée. On a pourtant mis toutes les chances de notre côté. Mais je m'interroge encore. Est-ce qu'on peut enflammer un moulinet en le faisant tourner assez vite? Je crois qu'il est temps de faire en sorte que oui. Vous savez ce que ça signifie? Il nous faut un poisson plus rapide que le plus rapide des poissons. Il nous faut un super poisson. Mes amis, je vous présente cette moto et son sidecar de course professionnelle, connu sous le nom de Sharkus Maximus. Avec une vitesse de pointe de 320 km/h, ce sidecar de compétition, conduit par le pilote professionnel Mike Jones et son assistant, c'est le top du top. Mais augmenter la vitesse du poisson n'est pas la seule modification apportée. Jusqu'à présent, et malgré nos tentatives répétées, on n'est pas parvenu à enflammer un moulinet. Alors on a décidé d'utiliser un lubrifiant plus inflammable, un liquide d'aide au démarrage. Il s'est avéré être le plus efficace à l'atelier. En gros, c'est de l'éther. C'est très inflammable, avec une température d'ignition très basse. Le seul problème, c'est que ça donne des vertiges et que ça s'évapore rapidement. Mais on va voir ce que ça fait sur notre moulinet. Bon, c'est parti, on lâche le requin. 3, 2, 1, go! Bon, j'enclenche le frein. On est à 40, 120, 150. Asperge le frein. On est à 240, 260, 315. 370, c'est incroyable. On est à 370 degrés. Oh la vache! Combien? On est à 370 degrés, c'est brûlant. Et on a cassé la ligne. On a cassé la ligne! Malgré les 225 km/h atteints par notre audacieux duo, les 370 degrés atteints par le moulinet et les 25 centilitres d'éther ajoutés par Tori, toujours pas la moindre flamme. Il ne reste plus qu'une chose à tenter, encore plus de vitesse. Et pour ça, Carrie ne prend aucun risque. Carrie, tu crois pas que t'en fais un peu trop? C'est parti! Mike, son copilote ainsi que la température du moulinet partent au quart de tour. Bon, cette fois, c'est du sérieux. 35, 38, Nom d'un chien, regarde le frein. 93, Le frein est à fond. 150, 190, 200. Cette fois, le requin est à 290 km/h. 315. Mais quand la température dépasse les 370 degrés, C'est n'importe quoi. le fil fond, mais ne s'enflamme pas. Ce mythe ne peut pas être vrai, mais on veut voir ce truc prendre feu. Sans le moindre doute, ils ont eu le moulinet le plus chaud possible. Mais cette chaleur n'était toujours pas suffisante pour enflammer leur combustible sur la ligne. Alors, en dernier recours, Tori ajoute un dernier ingrédient, une flamme à 650 degrés. Et là, Enfin! Depuis le temps que je voulais voir un moulinet s'enflammer. Voilà ce que les Mythbusters appellent de la pêche. enfin, le feu sacré apparaît. Mais grâce à une flamme nue brûlant à 260 degrés de plus que ce qu'aurait pu créer leur poisson. C'est seulement après avoir introduit une flamme nue qu'on a pu voir un moulinet s'enflammer. Ce mythe est bidon à tous les niveaux. En d'autres termes, on peut dire qu'il est bidon sur toute la ligne. Je dois dire que celui-là, on l'a testé à fond. Ouais, c'était une bonne partie de pêche. On met les voiles? Ouais, allons-y. Espèce de marin d'eau douce. Flibustier de carnaval. Je crois qu'on n'a plus d'essence.